Top 1. Le briseur de la vitesse de la lumière. En 1997, profondément sous la chaîne des Apennins en Italie, au laboratoire national du Gran Sasso, un physicien théoricien peu connu nommé Dr Émile Varga mena une expérience qui n'aurait jamais dû attirer l'attention. Le projet était officiellement répertorié comme une petite étude de calibrage temporel liée à la détection de neutrinos sur de longues lignes de base. Officieusement, il devint l'une des anomalies les plus troublantes jamais enregistrées dans une installation de physique européenne. Varga était chargé d'analyser les temps d'arrivée des neutrinos en utilisant un protocole de synchronisation modifié que la plupart des chercheurs chevronnés jugeaient superflu. L'expérience consistait à envoyer des neutrinos sur une distance fixe et à mesurer leur arrivée à l'aide de références d'horloges atomiques calibrées par télémétrie laser. Lors d'une séance nocturne, Varga remarqua quelque chose qui n'avait aucun sens physique. Un groupe de neutrinos semblait arriver plus tôt que ne l'aurait fait la lumière sur la même distance, dans des conditions identiques. Au début, le résultat fut rejeté comme une dérive instrumentale. Varga recalibra les horloges, remplaça les câbles à fibres optiques et répéta les mesures sur plusieurs cycles. L'anomalie persistait. La différence était infime, mesurée en nanosecondes, mais elle était constante. Selon ses notes de recherche privées, auxquelles une enquête interne fit référence plus tard, les particules arrivaient plus vite que la limite de vitesse universelle définie par la physique moderne. Les implications étaient immédiates et inquiétantes. Si ne serait-ce qu'une seule particule pouvait dépasser la vitesse de la lumière, le principe de causalité serait compromis. La cause et l'effet ne seraient plus fixés. Le temps lui-même deviendrait instable à un niveau fondamental. Varga documenta ses découvertes avec soin, tout en évitant de les soumettre par les canaux académiques officiels. Au lieu de cela, il demanda du temps d'expérimentation supplémentaire et un isolement plus strict de l'équipe de recherche principale. 3 jours après sa dernière entrée enregistrée, le docteur Varga entra dans le laboratoire à 3h42 du matin. Les protocoles de sécurité confirment que son badge d'accès fut utilisé. Les caméras de surveillance le captèrent entrant dans le couloir souterrain avec une mallette métallique. Aucune image vidéo ne le montra jamais quittant le bâtiment. Plus tard le même jour, du personnel externe arriva dans l'installation. Il n'était répertorié ni comme employé de l'université, ni comme prestataire civil. Des techniciens de laboratoire rapportèrent que des équipements sensibles avaient été retirés de la zone de travail de Varga, y compris le spectromètre modifié et le matériel de chronométrage. Ses disques informatiques furent saisis. Son bureau fut scellé sous une note d'interdiction, invoquant des violations de procédure sans explication. Une déclaration officielle, publiée des semaines plus tard, affirma que le docteur Varga avait souffert d'un stress psychologique aigu et avait pris un congé de recherche prolongé. Aucun dossier hospitalier ne fut présenté. Aucun document de voyage ne fut trouvé. Sa famille rapporta qu'on leur avait conseillé de ne pas faire d'autres recherches, en les informant que son travail concernait des intérêts de recherche au niveau national. Des années plus tard, des fragments d'un protocole temporel presque identique au projet de Varga apparurent dans un brevet de recherche secret de la Défense, déposé sans mention de source. Les données de recherche originales n'ont jamais été retrouvées. Si le docteur Varga a effectivement observé des particules dépassant la vitesse de la lumière, la découverte aurait réécrit les lois de la physique. Au lieu de cela, l'expérience a disparu. Et, avec elle, l'homme qui l'a menée. Top 2. La caméra de la conscience. À l'été 2008, lors d'une conférence privée sur les neurosciences à Kyoto, au Japon, un humble ingénieur nommé Takashi Morimoto présenta un appareil qu'il appelait simplement la lentille de champ. Selon Morimoto, elle pouvait capturer ce qu'il décrivait comme des champs d'énergie consciente. Une affirmation qui brouillait immédiatement la frontière entre neurosciences, physique quantique et métaphysique. Sa brève démonstration ne faisait pas partie du programme officiel.
Elle eut lieu dans une petite salle annexe faiblement éclairée, sans presse, sans caméra et avec seulement une poignée de participants. Pourtant, ceux qui y assistèrent n'oublièrent jamais ce qu'ils virent. Morimoto plaça la lentille devant le front d'un volontaire, puis tamisa la lumière. Après un court délai, une image se forma sur un écran de projection relié à l'appareil. Ce n'était pas un scan thermique, ni une superposition IRM, ni une reconstruction numérique. Ce qui apparut était une forme tourbillonnante et translucide qui flottait à quelques centimètres au-dessus de la peau du sujet, comme un nuage de flammes incolores. L'image fluctuait avec la respiration du sujet et semblait réagir aux stimuli émotionnels. Lorsqu'un second sujet entra dans la pièce dans un état d'agitation, la forme s'accentua immédiatement et pulsa. Ce n'était pas seulement de l'imagerie, c'était de l'interaction. La lentille de champ utilisait une combinaison de spectroscopie, proche infrarouge, d'impulsions électromagnétiques à basse fréquence et d'une grille de capteurs exclusive que Morimoto refusait de breveter. Selon les quelques notes qui survécurent à l'événement, sa théorie impliquait des modèles d'écho quantiques générés par le cerveau, s'étendant au-delà du crâne dans une enveloppe spatiale réactive. Il croyait que la conscience n'était pas entièrement confinée au corps et qu'elle pouvait être enregistrée visuellement. La réaction de la communauté scientifique fut prompte et brutale. Les participants officiels à la conférence se distancèrent de la présentation, la qualifiant de irresponsable et de sans base empirique. L'assistant de recherche de Morimoto aurait été licencié de son poste universitaire en l'espace d'une semaine. Un mois plus tard, la petite installation de recherche que Morimoto exploitait en périphérie d'Osaka fut fermée définitivement. Les informations locales rapportèrent que le bâtiment avait été acquis par un acheteur corporatif anonyme et réaffecté à des audits de sécurité des données. Tout l'équipement à l'intérieur fut retiré du jour au lendemain. Avant la fin de cette année-là, Morimoto lui-même avait disparu. Il ne fut jamais officiellement porté disparu, mais plus aucun travail de recherche, entretien ou apparition publique ne suivit. Les tentatives pour le contacter ne furent accueillies que par des lignes téléphoniques coupées et des adresses closes. Son site web personnel fut mis hors ligne. Le seul vestige de son travail, une photo granuleuse prétendument prise lors de la démonstration, réapparut en 2017 sur un forum de discussion consacré aux sciences marginales de la conscience. Mais son authenticité n'a jamais été confirmée. Ce qui s'est passé cette nuit-là à Kyoto reste un sujet de spéculation silencieuse parmi ceux qui croient que la frontière entre l'esprit et le monde physique est plus ténue que la science ne l'admet. Si l'appareil de Morimoto a effectivement entrevu quelque chose en dehors du cerveau, un champ de conscience non local, cela redéfinit non seulement la psychologie, mais remet en question l'essence même de l'identité humaine. Et si c'est vrai, alors la raison de sa disparition n'est peut-être pas l'incrédulité, mais la peur. Top 3. Le mathématicien de la cinquième dimension. En 2003, un mathématicien allemand émergent nommé Dr Ulrich Neuberg présenta un article non publié lors d'une session à huis clos au Centre international de physique théorique à Trieste, en Italie. Le document, intitulé « Pont topologique au-delà de l'espace 4 », proposait un cadre pour l'interaction avec une cinquième dimension spatiale. Non pas comme une abstraction mathématique, mais comme un domaine manipulable au sein d'environnements contrôlés. Neuberg affirmait que cette cinquième dimension influençait déjà certains comportements quantiques et pouvait être rendue temporairement accessible dans des conditions précises. Le public, composé de physiciens et de mathématiciens d'institutions d'élite, réagit avec un mélange de scepticisme et de malaise. Contrairement à la théorie des cordes, qui traite les dimensions supérieures comme compactes et cachées, le modèle de Neuberg considérait la cinquième dimension comme pliée mais perforable. Il suggérait qu'avec des champs de torsion à haute fréquence
et une grille cristalline adaptative, il pourrait être possible de créer un microportail, une déchirure temporaire, dans la géométrie de l'espace local. Il ne montra aucun prototype. Pourtant, les mathématiques furent décrites par un participant anonyme comme trop élégantes pour être ignorées. En quelques semaines, Neuberg reçut un afflux d'intérêts, y compris des invitations privées de branches de recherche militaire et de groupes de réflexion. Il les déclina toutes. Au lieu de cela, il retourna dans sa maison de campagne isolée en Saxe et cessa de répondre aux emails et aux appels. Son profil universitaire fut supprimé sans préavis. Son site web personnel n'affichait plus qu'une page blanche vide avec une seule ligne de texte. La topologie peut s'effondrer de l'intérieur. Puis, un matin d'hiver en février 2004, un voisin remarqua que les fenêtres de la maison de Neuberg étaient recouvertes de films réfléchissants. Malgré des températures glaciales, aucune fumée ne s'échappait de la cheminée. Lorsque la police fut appelée pour vérifier son état, elle trouva la maison vide. Il n'y avait aucun signe de lutte. Tous les meubles et équipements avaient été retirés. La cave, où Neuberg menait prétendument ses expériences privées, avait été vidée jusqu'au béton nu. La seule chose qui restait était une feuille de calcul gravée directement dans le sol, avec un fer à souder. Des équations qui n'ont jamais été totalement résolues. Sa disparition ne fut jamais formellement examinée. Aucun avis de recherche ne fut déposé. Son dernier collaborateur académique connu déclara dans un court entretien « Ulrich poursuivait une géométrie qui ne voulait pas être vue ». Des années plus tard, un brevet déposé sous une société holding intraçable au Luxembourg révéla un design ressemblant à la structure de grille de Neuberg. Il faisait référence à des concepts de compression de distance non linéaire et de résonance transspatiale. Le brevet ne fut jamais accordé et la demande fut retirée sans explication. Si Neuberg a effectivement découvert une méthode pour percer le tissu dimensionnel de notre réalité, sa disparition est plus que symbolique. Cela pourrait être le premier cas enregistré d'un être humain glissant entre les dimensions, ou la dernière fois que quelqu'un a osé essayer. Top 4. L'ingénieur des champs magnétiques. En 1984, un ingénieur électricien nommé Martin Kessler annonça, dans une banlieue industrielle tranquille de Toronto, ce qu'il décrivait comme un moteur à induction magnétique en boucle fermée, capable de générer une force de rotation continue sans carburant externe. La démonstration eut lieu dans un entrepôt loué devant un petit groupe d'inventeurs indépendants, une journaliste sceptique et une équipe de tournage d'un programme télévisé scientifique local aujourd'hui disparu. Le prototype était un cylindre métallique encombrant avec des anneaux magnétiques concentriques. Une fois activé, il se mit à tourner et ne s'arrêta plus. Aucun câble n'était visible. Aucune entrée de courant ne put être détectée. Kessler affirmait que l'appareil tirait son énergie des fluctuations des champs magnétiques de la croûte terrestre. Un système qu'il appelait « collecte d'énergie magnétique ambiante ». Les images vidéo ne furent jamais diffusées. Peu après l'événement, la chaîne de télévision fut rachetée par un réseau plus important, et l'épisode montrant le moteur de Kessler fut retiré indéfiniment du programme de diffusion. La journaliste qui couvrait l'événement, Anna Delmar, écrivit plus tard un article de blog dans lequel elle se souvenait comment des ingénieurs d'un groupe de liaison gouvernementale anonyme avaient réclamé toutes ces notes en invoquant la sécurité énergétique nationale. Kessler, quant à lui, déposa un brevet et fut immédiatement refusé. Le motif invoqué était « Les mouvements perpétuels ne sont pas brevetables par la loi ». Pourtant, Kessler insistait sur le fait que son invention n'était pas un mouvement perpétuel. C'était une conversion par un mécanisme que la science n'avait pas encore reconnu. En quelques mois, il reçut les premières mises en demeure juridiques. Un grand consortium énergétique l'accusa d'avoir violé la propriété intellectuelle liée à des systèmes de turbines électromagnétiques. Les procès s'accumulèrent. Son financement fut coupé. Ses comptes bancaires furent gelés,
en attendant l'issue des enquêtes. Kessler fit une dernière déclaration publique lors d'un forum communautaire. « Je n'ai pas inventé un miracle. J'ai mis en évidence un angle mort. » Puis, il disparut. Sa maison à Scarborough fut retrouvée abandonnée. Tous les documents, projets et pièces de machines avaient disparu. Des voisins rapportèrent avoir vu des camionnettes sans inscription emporter des caisses de nuit 2 jours auparavant. La police locale refusa d'enquêter, car il n'y avait aucun signe de crime. Lorsque Delmar tenta d'approfondir ses recherches, on lui dit que Kessler avait déménagé sous la contrainte et que de plus amples investigations n'étaient pas dans l'intérêt de l'ordre public. Des années plus tard, l'un des participants à cette démonstration de 1984 rendit publique une copie de la vidéo. Mais avant qu'elle ne puisse être diffusée, elle fut signalée et retirée de toutes les grandes plateformes vidéo. Les tentatives de remise en ligne entraînèrent des suppressions immédiates pour violation de droits d'auteur attribués à des détenteurs de droits inconnus. Même les archives hors ligne auraient été corrompues. Les images n'ont pas réapparu depuis lors. Si l'invention de Kessler utilisait effectivement le champ magnétique terrestre pour générer un mouvement propre et illimité, sa disparition ne représente pas seulement le silence d'un seul homme, mais la suppression d'une technologie capable de changer le monde. Et la question qui résonne encore n'est pas de savoir comment cela fonctionnait, mais qui a décidé que le monde ne devrait plus jamais le voir. Top 5. Le guérisseur cellulaire sonique. En 2011, un biophysicien nommé Dr Alejo Barragán fit sensation dans un petit mais curieux cercle médical à Buenos Aires, après avoir dévoilé un appareil qui prétendait guérir les tissus humains, endommagés par rien d'autre que des fréquences sonores précisément calibrées. Au début, cela ressemblait à de la science-fiction. Pourtant, les études préliminaires, dont certaines furent documentées dans un hôpital privé affilié à l'Université de La Plata, montrèrent une régénération cellulaire rapide dans le tissu musculaire, exposé à des micro-déchirures et des brûlures locales. Le mécanisme, tel que décrit par Barragán, reposait sur un ciblage acoustique à haute résolution qui induisait des vibrations dans les membranes cellulaires, accélérant ainsi la synthèse des protéines et la réparation mitochondriale. La démonstration la plus impressionnante concernait un patient souffrant de brûlures au second degré. Au cours de 3 séances avec l'appareil sonore, la surface de la plaie aurait diminué de plus de 60%, sans cicatrisation et sans intervention pharmacologique. Les observateurs médicaux présents lors de l'étude furent stupéfaits. Pourtant, aucune publication ne suivit. Aucune revue spécialisée évaluée par des pairs n'accepta l'article. Et aucune des données de l'étude n'apparut dans les bases de données publiques. En 2 semaines, l'université mit fin à la collaboration, invoquant des préoccupations concernant la transparence méthodologique. Barragán fut discrètement écarté de la faculté de recherche. Peu après, il tenta de présenter ses résultats lors d'un symposium sur la médecine régénérative à Genève. À son arrivée, ses bagages furent saisis pour un contrôle de sécurité. Sa plage de présentation fut annulée sans explication. Il retourna en Argentine visiblement ébranlé et se retira dans l'isolement. Des collègues qui visitèrent son laboratoire privé en périphérie de Tigre rapportèrent des mesures de sécurité renforcées, incluant des caméras de surveillance et des verrous biométriques, inhabituels pour un homme connu pour son approche ouverte de la science. Puis vint l'accident. En octobre 2012, les médias locaux rapportèrent que la voiture de Barragán était tombée d'un pont dans le fleuve Paraná. Le véhicule fut localisé, mais le corps ne fut jamais récupéré. Des funérailles à cercueil fermé eurent lieu, en présence silencieuse de représentants du gouvernement. Son laboratoire fut scellé. Les rapports officiels affirmèrent que l'accident était dû à une défaillance mécanique, mais les mécaniciens familiers avec son véhicule déclarèrent qu'il avait été révisé quelques jours auparavant. Des rumeurs circulèrent bientôt selon lesquelles plusieurs pièces de l'équipement de Barragán
avait été transporté dans une installation d'une entreprise de défense au nord de Cordoba. Ces rumeurs ne furent jamais confirmées. En 2015, cependant, un document militaire argentin déclassifié fit brièvement référence à un accélérateur biologique non invasif, avant d'être caviardé dans les versions ultérieures. Si l'appareil de Barragan avait effectivement débloqué la capacité de guérir les tissus humains sans chirurgie ni médicaments, ces implications auraient totalement transformé la médecine. Plus de listes d'attente pour les organes, plus de blessures irréversibles, plus de déclin dégénératif. Et pourtant, toutes les traces de son travail se sont dissoutes dans le silence. Était-ce trop perturbateur pour les systèmes de santé modernes basés sur le traitement chronique? Ou est-il tombé sur une vérité biologique dont quelqu'un, quelque part, a décidé que le monde n'était pas prêt à l'utiliser? Top 6. Le physicien du transfert de pensée. En 1995, dans l'aile de neurophysique du Centre national de la recherche scientifique, CNRS, en France, un jeune physicien expérimental nommé Dr Lucien Artaud commença des tests sur ce qu'il appelait les champs d'information non locaux. Un terme qui, à l'époque, sonnait plus philosophique que scientifique. Artaud pensait que, dans certaines conditions, deux cerveaux humains pouvaient partager des données sans connexion physique. Sa théorie combinait des modèles d'intrication quantique avec la résonance neurochimique, émettant l'hypothèse que les pensées, une fois stabilisées en forme d'ondes mesurables, pourraient être émises et reçues comme des signaux radio. Pour le prouver, il construisit un système composé de deux capsules d'isolement équipées d'EEG à spectre complet, d'émetteurs de signaux à ultra longue fréquence et d'un blindage de Faraday multicouche pour bloquer toutes les interférences électromagnétiques connues. Deux volontaires y furent placés. L'un avec une forme géométrique simple à l'esprit, l'autre avec pour consigne de décrire l'image qui lui venait à l'esprit. Sur des dizaines d'essais, le récepteur identifia la cible mentale de l'émetteur avec des taux statistiquement impossibles à ignorer. Artaud garda les tests secrets pendant plus d'1 an, accumulant des données sans supervision institutionnelle. Mais dès que les résultats fuitèrent par les canaux internes, il fut convoqué devant un conseil d'éthique et accusé de mener des expérimentations humaines non autorisées. Le financement fut révoqué. L'équipement fut saisi. Et pourtant, il devait présenter un article théorique révisé intitulé « Interférences cognitives dans les champs non locaux » lors d'un symposium à Zurich 1 semaine plus tard seulement. Il n'arriva jamais. La nuit précédant son vol, Artaud se serait enfermé dans son appartement de fonction à Toulouse. Selon les registres de maintenance du bâtiment, la serrure ne fut jamais déverrouillée. Personne ne le vit partir. Lorsque la police força l'entrée quelques jours plus tard, elle trouva l'appartement intact, le repas encore chaud sur la table, et son ordinateur portable personnel avait disparu. Il n'y avait aucun signe de lutte ou de fuite. Seule une anomalie sautait aux yeux. Sur le mur au-dessus de son plan de travail, les mots « ça a fonctionné » avaient été écrits à la crayon bleue. Le CNRS ne fit aucune déclaration publique. Son nom fut discrètement retiré des registres de recherche. Quelques mois plus tard, une nouvelle start-up de neurosciences en Californie publia une annonce vague sur ses travaux concernant les protocoles d'empathie synthétique, alimentant les théories selon lesquelles le travail d'Artaud avait été détourné et enterré sous des couches de propriété d'entreprise. Aucun des fondateurs ne confirma son implication. Et lorsqu'un ancien technicien du CNRS tenta de les contacter, la correspondance s'interrompit sans réponse. Si Artaud a effectivement démontré une communication de pensée à pensée, les applications potentielles vont des percées médicales pour les patients atteints de locked-in syndrome à la guerre cognitive belliqueuse. Pourtant, les implications sont plus que technologiques. Si les pensées peuvent passer d'un esprit à l'autre, alors la vie privée, l'identité et même l'autonomie s'effondrent. C'est peut-être la raison pour laquelle son nom a disparu du jour au lendemain. Peut-être que certaines pensées n'étaient jamais destinées
à être partagés. Top 7. L'harmoniseuse d'ADN. En 2006, une généticienne helvético-tchèque nommée Dr Elena Zelena affirma, dans un laboratoire de son faiblement éclairé en périphérie de Berne, en Suisse, avoir débloqué quelque chose jusque-là considéré comme impossible: la capacité de modifier l'expression génétique dans les cellules humaines vivantes grâce à des fréquences harmoniques complexes. Sa théorie, s'appuyant sur de nouveaux cadres épigénétiques, suggérait que l'ADN pouvait répondre non seulement à des signaux chimiques, mais aussi à des modèles vibratoires précis, semblables à une sorte de musique biologique. Zelena n'était pas une marginale. Elle détenait des doubles doctorats en biologie moléculaire et en physique acoustique, avec des travaux de recherche publiés dans les meilleures revues. Ces expériences étaient menées sous des contrôles stricts, des cellules de fibroblastes étant exposées à des ondes sonores soigneusement calibrées, émises par un transducteur exclusif. Après une exposition prolongée, les cellules commencèrent à exprimer des gènes dormants, des gènes liés à la réparation, aux réponses anti-inflammatoires et même à des propriétés régénératrices. Son affirmation la plus controversée était que certaines fréquences provoquaient une restauration partielle des télomères, ce qui, en théorie, inversait le vieillissement cellulaire. Elle n'a jamais soumis ses résultats pour publication. Au lieu de cela, elle présenta son travail lors d'une session fermée devant un consortium d'élite d'investisseurs en biotechnologie à Genève. Les témoins de la réunion décrivirent plus tard la salle comme électrisée par l'attention. Certains participants poussèrent à une commercialisation rapide. D'autres furent profondément troublés par les implications. Quelques jours plus tard, Zelena rompit tout contact. Son laboratoire à Berne fut retrouvé abandonné 2 semaines après la réunion. Ses serveurs de recherche avaient été vidés. Ses disques de sauvegarde, auparavant conservés dans un coffre-fort ignifugé, manquaient à l'appel. La police locale fut appelée pour un cambriolage, mais aucun rapport formel ne fut établi. Les caméras de surveillance sur le site avaient été désactivées plus de 72 heures avant l'incident. Le nom de Zelena disparut discrètement des listes universitaires. Son compte e-mail académique ne fournissait que des réponses automatisées, et ses profils sociaux furent supprimés. D'anciens collègues déclarèrent qu'elle était passée à un poste de recherche privé à l'étranger, bien qu'aucun institut n'ait confirmé son emploi. Des années plus tard, un livre blanc scientifique, publié anonymement sur un forum de Deep Science, décrivit une série similaire de techniques de modulation génétique acoustique utilisant une terminologie presque identique. Le fichier ne resta en ligne que 8 heures avant d'être retiré. Les spéculations sur ce qui est arrivé à Zelena restent partagées. Certains pensent qu'elle a été réduite au silence en raison de la nature perturbatrice de sa découverte. D'autres pensent qu'elle a vendu ses recherches à un groupe de biotechnologie opérant dans des zones grises juridiques. Un groupe plus restreint de théoriciens insiste sur le fait qu'elle travaille toujours, quelque part dans la clandestinité, affinant sa méthode pour l'utiliser non seulement pour la guérison, mais pour l'optimisation humaine. Si la découverte de Zelena était réelle, elle pourrait avoir trouvé la première clé pratique pour réécrire notre propre biologie par le seul son. Et si cette clé est maintenant entre de mauvaises mains, alors ce qui n'était autrefois qu'un murmure dans un laboratoire pourrait devenir le signal qui redéfinira ce que signifie être humain. Top 8. Le chercheur du champ d'invisibilité. En 1992, un physicien nommé Dr Raymond Collier affirma, dans un laboratoire d'optique secret dans le désert de Mojave, avoir accompli quelque chose qui n'existait jusque-là que dans les théories de défense spéculative: rendre un objet effectivement invisible à l'œil nu. Sa méthode n'impliquait aucun métamatériau pliant la lumière, ni aucun camouflage numérique. Au lieu de cela, il aurait créé un champ qui perturbait le traitement visuel de l'observateur en manipulant des différentiels de phase spatiale
autour d'un objet physique, convainquant essentiellement le cerveau qu'il n'y avait rien à voir là. La percée se serait produite lors d'une série de tests sur une capsule de sécurité doublée d'une grille de réflexion polarisée. Lorsqu'elle était exposée à des interférences de micro-ondes synchronisées et à des rétroactions électromagnétiques pulsées, les observateurs dans une salle de visionnage contrôlé décrivirent la capsule comme chatoyante, puis simplement partie. Les appareils confirmèrent que l'objet restait physiquement présent. Les capteurs continuaient de détecter sa masse, sa chaleur et son écho acoustique. Pourtant, il était visuellement absent, comme si la réalité elle-même avait reculé. Collier soumit un rapport confidentiel et demanda une phase de test prolongée. Mais, au lieu d'être approuvé, il fut soumis à un examen psychiatrique obligatoire. Le diagnostic officiel fut celui d'un épisode dissociatif lié au stress. Son habilitation de sécurité fut suspendue. Le projet fut réattribué. Pourtant, des collègues qui examinèrent les données de test dirent que rien dans les protocoles n'indiquait une instabilité mentale. Ce qu'ils voyaient était une découverte qui défiait l'optique connue et remettait en question la relation fondamentale entre observation et réalité. 3 mois plus tard, Collier disparut. L'installation rapporta qu'il avait été licencié et était retourné chez lui en Arizona. Mais sa résidence était vide. Le courrier s'accumulait. Son véhicule restait garé à l'extérieur, intact. Un voisin rapporta avoir vu 2 camionnettes sans inscription devant la maison la nuit précédant la disparition de Collier. Les enregistrements de surveillance du quartier furent effacés. Aucun dossier officiel de disparition ne fut ouvert. Peu après, toutes les références à ces recherches sur l'invisibilité furent supprimées de la documentation interne. Même les mentions informelles dans les communications internes furent effacées. Les employés qui évoquaient le nom de Collier en réunion furent avertis de ne pas diffuser de désinformations classifiées. Le département du laboratoire où ils travaillaient fut restructuré, renommé et intégré à un groupe de recherche plus vaste, dont le budget fut quadruplé l'exercice suivant. Puis survint le détail le plus troublant. Un agent d'entretien dans l'installation de test originale aurait trouvé la blouse de laboratoire de Collier dans un casier de stockage scellé. Dans la poche se trouvait une seule photo. La chambre de test, vide, avec une note manuscrite au dos. On pouvait y lire « Ce que l'on voit n'est pas toujours ce qui est là. Ce qui est là n'est pas toujours vu. » Si Collier avait effectivement développé un champ capable de manipuler la perception elle-même, les implications seraient colossales. Militairement, scientifiquement, psychologiquement. Mais plus encore, cela forcerait une réévaluation de la confiance que nous accordons à nos sens. Et c'est peut-être là la forme la plus dangereuse d'invisibilité. Non pas l'effacement des objets, mais l'effacement de la vérité. Top 9. Le réanimateur de la fusion à froid. En 2009, un chimiste retiré nommé Dr Semyon Reznik sortit d'une décennie de silence pour faire une affirmation audacieuse lors d'un obscur sommet sur les énergies alternatives à Vilnius, en Lituanie. Reznik, qui avait autrefois appartenu à l'Académie des sciences de Russie, aurait répliqué une réaction stable de fusion à froid dans un appareil de table, en utilisant des électrodes de palladium immergées dans de l'eau lourde. Contrairement aux tentatives précédentes, largement discréditées dans les années 1980, le montage de Reznik comprenait des relevés calorimétriques en temps réel, une détection de neutrons et ce qu'il décrivait comme un rendement de température delta au-delà des possibilités chimiques. Selon les participants, la démonstration eut lieu à huis clos. Une chambre métallique compacte dégageait une chaleur soutenue qui dépassait de loin l'énergie d'entrée connue. Des capteurs de radiation enregistrèrent une activité neutronique subtile, mais constante. Un signe caractéristique d'une réaction nucléaire. Reznik affirmait que son système pouvait générer des kilowatts d'énergie excédentaire, sans fuite de radiation et sans déchets.
Il parlait doucement, sans spectacle. Il conclut son exposé par ces mots. « Nous avons toujours supposé que l'avenir de l'énergie devait exploser. Mais peut-être qu'il fredonne au lieu de cela. » Ce qui suivit fut le silence. Les organisateurs de la conférence reçurent, dans les 48 heures, des menaces juridiques d'un consortium d'investisseurs énergétiques. Le lieu de l'événement annula tous les futurs événements scientifiques. Reznik déclina toutes les demandes d'entretien. Ces notes, qui avaient été distribuées sur des feuilles imprimées, contenaient plus tard des erreurs délibérées. Une mesure de précaution, comme il l'avoua en privé à un journaliste, pour qu'il ne soit pas en mesure de tout voler d'un coup. Peu après, l'appartement de Reznik à Riga aurait été cambriolé. Il resta indemne, mais fut visiblement ébranlé. Des amis le décrivirent comme paranoïaque et convaincu d'être sous surveillance. Il cessa de communiquer avec ses collègues, ferma son installation de recherche et se retira de la vie publique. Début 2010, un avis de décès parut dans un journal local. Il y était indiqué que Reznik était mort à son domicile d'une crise cardiaque. Aucune autopsie ne fut publiée. L'enterrement fut privé et accessible à seulement 2 personnes non nommées. Lorsque des chercheurs tentèrent de localiser le prototype de l'appareil de fusion à froid, ils ne trouvèrent qu'un établi roussi et des fragments d'un blindage fondu. Aucun projet ne fut trouvé. Dans les années qui suivirent, plusieurs start-up énergétiques déposèrent discrètement des brevets reflétant les formulations antérieures de Reznik. Catalyse de plasma à basse température, transmutation nucléaire assistée par réseau et génération de chaleur anormale sous saturation d'eau lourde. Aucune d'entre elles ne reconnut son travail. Toutes opéraient derrière des écrans de sociétés de propriété intellectuelle. Si le docteur Semyon Reznik maîtrisait effectivement la fusion à froid, ne serait-ce que brièvement, il aurait pu résoudre la crise énergétique de la planète dans un appareil de la taille d'une boîte à chaussures. Pourtant, au lieu de déclencher une révolution, sa découverte a disparu dans un brouillard de déni, de suppression et de dénégation plausible. Et peut-être que la dernière réaction qu'il a provoquée n'était pas dans le laboratoire, mais dans les systèmes conçus pour s'assurer que nous ne sachions jamais ce qui est possible dans le silence. Top 10. L'expérimentateur de la compression temporelle. En 1998, un physicien nommé Dr Istvan Korvin mena, dans une installation expérimentale isolée située au cœur des Carpates en Roumanie, une série de tests dont il pensait qu'il pourrait comprimer le flux du temps à l'intérieur d'une chambre scellée. Sa théorie reposait sur la manipulation de gradients temporels localisés en utilisant des champs électromagnétiques rotatifs synchronisés et des impulsions d'ondes scalaires. Contrairement aux théories traditionnelles de la dilatation du temps, qui reposent sur la vitesse ou la gravitation, l'approche de Corvin impliquait la distorsion de la perception du temps par la création d'une bulle, où le temps passait plus lentement par rapport au monde extérieur. Le laboratoire était financé par des fonds privés, ne figurait dans aucun répertoire national et était protégé par des couches d'accords de confidentialité. La chambre de test, appelée chronocellule dans les documents internes, était doublée d'une grille dense de bobines de niobium super refroidies et équipée d'horloges atomiques synchronisées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les premiers tests portèrent sur des objets simples: une flamme de bougie, un glaçon en train de fondre, une montre-bracelet. Dans chaque cas, l'horloge interne affichait un retard mesurable par rapport à son homologue externe, même après avoir tenu compte de la dérive instrumentale. Les vidéos diffusées depuis la chambre semblaient subtilement ralenties, d'abord de manière presque imperceptible, puis avec un décalage plus important lors des essais successifs. Corvin croyait n'avoir pas créé une machine à remonter le temps, mais un puits temporel, une poche dans laquelle le temps lui-même s'écoulait à une vitesse différente. Il théorisa qu'avec un calibrage précis, une exposition humaine sans danger
serait possible. Dans sa dernière expérience documentée, il entra lui-même dans la chronocellule pour une exposition qui, du point de vue extérieur, devait durer 60 minutes. À l'intérieur de la chambre, il s'attendait à ne vivre que quelques minutes. L'horloge externe continua de tourner. 60 minutes passèrent. La chambre resta scellée. Lorsque les techniciens ouvrirent l'unité, ils la trouvèrent totalement vide. Il n'y avait aucun signe de dysfonctionnement, aucune brèche dans le champ de confinement et aucun résidu biologique. Les caméras de surveillance confirmèrent que Corvin était entré dans la chambre, mais aucune ne le montra en train d'en sortir. Les journaux de données dans l'unité avaient été effacés, et la caméra interne ne montrait que du bruit. Les autorités furent appelées, et l'installation fut fermée en quelques jours. Tous les employés durent signer de nouveaux contrats de confidentialité. L'équipement fut démonté et expédié vers une destination inconnue. Lorsque la famille de Corvin demanda des informations, on leur dit simplement qu'il était mort lors d'une expérience secrète et qu'aucun reste n'avait été récupéré. Depuis lors, aucune autre recherche sur la compression temporelle n'a été publiée en Roumanie. Si l'expérience de Corvin fut un succès, il n'a peut-être vécu que quelques minutes alors que des décennies passaient à l'extérieur. Ou peut-être a-t-il été piégé dans un fragment de temps ralenti, inaccessible par tous les moyens connus. Le mystère n'est pas seulement de savoir où il est allé, mais quand. Et si un être humain peut disparaître non pas à travers l'espace, mais à travers le temps lui-même, alors la question n'est plus de savoir si le temps peut être contrôlé. Mais si nous l'avons déjà fait, et si nous avons perdu ceux qui ont osé tester ses limites, c'est qui sait que ces disques, dispersés à travers les continents et les disciplines, peuvent sembler au premier abord être des anomalies isolées. Pourtant, pris ensemble, ils révèlent un schéma inquiétant. Chaque chercheur a présenté une percée qui défiait la compréhension conventionnelle, des technologies et des théories qui, si elles avaient été prouvées et largement diffusées, auraient fondamentalement réécrit les lois de la physique, de la biologie ou de la conscience elle-même. Et dans chaque cas, ce n'est pas la reconnaissance qui a suivi, mais la disparition. Pas de débat, mais l'effacement. Ce n'est pas le cours naturel du scepticisme scientifique. C'est un modèle de suppression, un système de confinement si rodé qu'il ne laisse aucune empreinte. Les noms disparaissent des registres. Les appareils disparaissent des laboratoires. Les données sont effacées, discréditées ou rachetées et enterrées. Certains sont étiquetés comme instables, d'autres simplement comme disparus. Dans chaque cas, un moment de possibilité inimaginable est silencieusement enveloppé de silence. Qui profite de ces disparitions? Les empreintes digitales ne désignent pas une main unique. Des agences gouvernementales aux mandats opaques, des entreprises multinationales aux intérêts particuliers, des institutions académiques liées par des pressions invisibles. Ces entités n'ont pas besoin de conspirer ouvertement. Elles agissent par inertie, bureaucratie et dénégation plausible. Une menace pour le statu quo, aussi brillante soit-elle, est traitée chaque fois de la même manière, marginalisée, isolée, effacée. Mais qu'est-ce qui a été perdu dans ce processus? Des remèdes qui auraient pu mettre fin à des maladies dégénératives, des systèmes énergétiques qui auraient pu rendre les combustibles fossiles obsolètes, des machines qui auraient pu redéfinir l'espace, le temps ou la frontière entre l'esprit et la matière. À chaque disparition, l'humanité s'est vue refuser un bond en avant. Et ceux qui ont osé nous y mener ont payé le prix dans le silence. Même maintenant, la suppression continue. Les histoires qui nous parviennent ne sont que des fragments, les rares qui ont glissé à travers les fissures du système. Sur combien d'autres, déjà disparus sans laisser de traces, jamais mentionnés, jamais pleurés, n'apprenons-nous rien pour chaque Collier, chaque Zélena ou chaque Corvin? Ce ne sont pas seulement des mystères, ce sont des avertissements. Car la question de fond
n'est pas de savoir si ces découvertes étaient réelles. Mais pourquoi elles ont été jugées trop dangereuses pour être connues? Qui décide quel savoir est sûr? Qui détermine quelles vérités sont autorisées? Et peut-être la question la plus lancinante de toutes. Si la vérité peut disparaître si facilement, quelle part de ce que nous croyons n'est-elle que ce que l'on nous a permis de nous rappeler? Si ces récits de percées réprimées et de pionniers disparus ont changé votre vision du progrès de notre monde, abonnez-vous à notre chaîne et donnez un j'aime à cette vidéo. Nous nous consacrons à l'exposition de l'histoire qu'ils ont tant essayé d'enterrer. Aidez-nous à semer les graines d'un avenir plus transparent. Le prochain trésor de connaissances cachées sera bientôt révélé.